Cet été, on est parti à la découverte de l'Égypte. Des temples millénaires aux dunes infinies, on a exploré un monde figé dans le temps. Et on a tout filmé. Chaque instant, chaque mystère, chaque frisson. Et maintenant, c'est à vous de vivre l'aventure. Cette aventure, elle commence en fait à Varsovie, en Pologne. On y a fait escale pendant une nuit, donc on a décidé de visiter un peu la ville. Après 4 heures de vol, on arrive au Caire, première étape de notre road trip. On y reste 4 jours et l'objectif, c'est de découvrir au maximum la ville. Donc on marche, on visite les souks, on prend le métro et on arrive à la tour du Caire. Le lendemain, on prend un taxi et on part très tôt en direction des pyramides. D'abord pour éviter l'affluence, mais surtout parce qu'il fait très chaud. On est en plein mois de juillet et l'après-midi, la température, c'est aux alentours de 45 degrés. Les images que vous voyez, c'est à l'intérieur de la pyramide de Khéops. On a aussi visité celle de Képhren, mais on n'est pas allé dans celle de Mykérinos. Elle commence par un long tunnel, et puis arrive le moment où il faut grimper. Et là, je vous cache pas que c'est un peu compliqué. Il fait chaud, c'est très escarpé, et il y a très peu d'air dans la pyramide. Mais ça vaut la peine, parce que quand on arrive au sommet, on arrive dans la salle du tombeau. Après les pyramides, on décide d'aller chercher un petit truc à manger et de rentrer à l'hôtel. Troisième jour au Caire et on visite la citadelle et la mosquée du sultan Hassan. Vous allez le voir, mais dans ce voyage, on a quasiment tout fait à pied. On a vraiment adoré, même si du coup ça nous a fait marcher beaucoup. On était à 40 000 pas par jour en moyenne, ce qui est énorme. Mais on a vraiment adoré parce que ça permettait d'être en immersion totale dans la ville. Et avec Google Maps, c'est largement faisable. On se repère très bien et on trouve directement les lieux où on veut aller. En haut de la citadelle, il y a cette superbe mosquée. Et juste à la sortie, un point de vue d'où on peut observer toute la ville et d'où on voit la mosquée du sultan Hassan qu'on visitera juste après.
La citadelle, elle a servi de prison pendant quelques années. Donc dans une partie du fort, il y a encore les vestiges des cellules. Et à l'intérieur, ils ont essayé de reconstituer l'environnement des prisonniers. Ensuite, on a visité la mosquée du sultan Hassan. Elle a été construite au XIVe siècle, en 1356 plus précisément. Et elle représente une prouesse de l'architecture islamique mamelouk. Pour notre dernier jour, après avoir déjeuné et marché un peu dans la ville, on a rejoint l'église suspendue du Caire. C'est aussi une prouesse architecturale, puisque comme son nom l'indique, elle est comme suspendue dans le vide. On a encore beaucoup marché, on s'est un peu perdu dans les rues, et on est tombé sur cette magnifique mosquée. Ensuite, on a rejoint la gare, parce que pour se rendre dans la prochaine ville de notre road trip, on prend un moyen de transport peu commun, le train de nuit. Et comme vous pouvez l'entendre, on était chargés, il faisait très chaud, et donc c'était vraiment un soulagement quand on est arrivé dans notre cabine. C'est même pas ça. Il y a la clim. Il y a la clim. Ok. Oh, oh c'était dur. Oh, je peux plus. Je suis mort. On a donc passé la nuit dans le train. Et inclus dans le prix du billet, on avait le repas du soir et le petit-déj le lendemain matin. Bon, on n'a pas hyper bien dormi, mais c'était propre et on a bien mangé. Le problème en fait, c'est le bruit du train en soi. Parce que, évidemment, les cabines ne sont pas insonorisées et ça reste très bruyant, donc pas facile de trouver le sommeil. Mais c'était quand même une chouette expérience. Et on est content d'arriver à Aswan, dans une nouvelle ville, prêt à la découvrir. Arrivé à Aswan, on prend un bateau, parce qu'on rejoint notre Airbnb, qui est sur l'île Éléphantine, et pour ça, on doit se rendre en plein milieu du Nil. À peine arrivé, on dépose nos bagages. On fait un petit tour de l'île et puis on repart à la recherche d'un taxi pour nous emmener au temple de Komombo. Le temple de Komombo est dédié au culte de Sobek, dieu de la fertilité, et Haroéris, dieu bienfaisant. C'est assez inhabituel qu'un temple soit dédié au culte de deux divinités en même temps. Et c'est pour ça que le temple de Komombo est en fait divisé en deux parties. Au nord se situe la partie dédiée à Haroéris, et au sud, la partie dédiée à Sobek. Pendant la visite du temple, on était les seuls touristes. Et pour cause, il faisait 52 degrés. Oui, vous avez bien entendu, 52 degrés Celsius. Je vous laisse deviner dans quel état on était. Après la visite du temple, on a repris la direction du centre-ville pour visiter l'obélisque inachevé. Et là, pendant la visite, gros souci pour moi. Je suis pas bien du tout, j'ai la nausée, j'ai très chaud, je suis rouge écarlate.
Me mettre à l'ombre, ça suffit plus. Je peine à marcher pour sortir du site et prendre un tuk-tuk pour rentrer au Airbnb pour me reposer. Je pense que j'ai eu un gros coup de chaleur et sous 52 degrés, on peut comprendre pourquoi. Le lendemain matin, on est debout à 3h30. Et après 4 heures de route et une pause au milieu du désert pour observer le lever de soleil, on arrive enfin à Abu Simbel. C'est l'un des sites les plus impressionnants d'Égypte. On y retrouve 2 temples, creusés dans la roche par Ramsès II. Le plus grand est dédié à Ramsès lui-même, et il arbore 4 statues immenses de lui sur sa façade. Le plus petit, il est dédié à son épouse, Néfertari. Ce qui rend Abu Simbel encore plus fascinant, c'est que dans les années 60, il a dû être sauvé. Pour éviter qu'il ne soit englouti lors de la construction du barrage d'Aswan, l'UNESCO a déplacé le temple bloc par bloc vers un site plus élevé. Une prouesse technique incroyable. Le lendemain matin, on s'est un peu baladé sur l'île éléphantine sur laquelle se trouve notre Airbnb. Son nom viendrait de la forme de ces rochers, ou du commerce de l'ivoire qui avait lieu sur place. C'est un ancien centre commercial d'Égypte et un poste de défense stratégique à la frontière sud de la ville. On y trouve les vestiges du temple de Khnoum et un nilomètre, utilisé à l'époque pour mesurer les crues du Nil. L'après-midi, on a pris un taxi puis un bateau pour nous emmener sur l'île de Philae, là où se trouve le temple d'Isis. Isis, c'est l'une des déesses les plus puissantes d'Égypte. Protectrice, magicienne et mère d'Horus, son culte s'est même étendu jusqu'à Rome. Il a perduré ici pendant des siècles, même après l'arrivée du christianisme. On y trouve encore des bas-reliefs fascinants d'Isis en train d'allaiter Horus, symbolisant son rôle de mère divine. Après la visite de Philae, on a loué un bateau. Ça nous a permis de nous reposer un peu pour notre dernier jour à Aswan.
On a fait le tour de l'île Éléphantine et on a navigué un peu sur le Nil. Kevin a même nagé dedans. Bon, par contre, je l'ai laissé y aller seul. Moi, j'ai juste trempé mes pieds dans l'eau. Le lendemain matin, on prépare notre sac à dos, on prend le bateau pour quitter l'île et rejoindre le centre-ville d'Aswan, où nous attend un taxi pour nous rendre à Luxor. Sur la route, on s'arrête pour visiter le temple d'Edfu. Il est à mi-chemin entre Aswan et Luxor, donc pile sur notre chemin. Il est voué au culte d'Horus, donc le fils d'Isis et Osiris. Et c'est l'un des temples les mieux préservés d'Égypte. C'est aussi le deuxième temple le plus important, après Karnak, qu'on visitera dans quelques jours. Sur les murs des temples qu'on a vus jusqu'ici, il y a énormément d'hiéroglyphes. Et en fait, la plupart représentent tous la même chose. Ça représente les offrandes que le peuple égyptien faisait aux divinités qui étaient vénérées dans le temple en question. Dans le temple d'Isis, par exemple, sur l'île de Philae qu'on a visité, on peut voir de nombreux hiéroglyphes qui représentent comme offrande des miroirs. C'était ce qu'Isis préférait recevoir. Elle s'y regardait, admirait sa beauté, et ça la mettait de bonne humeur. On reprend ensuite la route, direction Luxor, pour la 3e étape de notre voyage. On a encore une fois eu beaucoup de chance avec notre Airbnb, on l'a réservé sans trop savoir si ce serait bien, et finalement, il est très bien situé, et depuis la piscine, on a vue sur le Nil, et ça, c'est incroyable. Le lendemain matin, réveil à 5h30, prendre un taxi qui nous emmène à la vallée des rois, pour visiter les tombeaux des plus grands pharaons d'Égypte. Le billet d'entrée à la vallée des rois, il inclut la visite de 4 tombeaux. Ensuite, vous pouvez prendre des suppléments. Nous, en supplément, on a simplement pris la tombe de Toutankhamon. Et c'est par ça qu'on décide de commencer. Pour les 4 tombeaux qui sont inclus dans le prix du billet, vous devez choisir lesquels vous souhaitez visiter, parmi tous ceux du site. On a choisi de commencer par le tombeau de Ramsès IV. Pour cette partie, on n'était pas très préparés, donc on est vite allé voir sur internet quel tombeau valait le plus le coup d'être vu. Ensuite, on a visité le tombeau de Ramsès V et VI. Ramsès V, c'est le fils de Ramsès IV. Jusque-là, c'est pas très compliqué à suivre. Par contre, ça se complique après. En fait, Ramsès V et Ramsès VI, ils partagent le même tombeau. De base, le tombeau était destiné uniquement à Ramsès V. Mais son règne a été assez compliqué, avec des tensions politiques et économiques. Il aurait régné que 4 ans. Quand Ramsès VI est arrivé au pouvoir, il a décidé de l'agrandir et de le réutiliser pour lui-même. Résultat, les 2 pharaons reposent au même endroit.
C'était pas si rare en fait à l'époque, surtout à la fin du Nouvel Empire, où on commençait à manquer de ressources et où les tombes royales étaient fréquemment pillées. Pour les deux derniers, on a visité les tombeaux de Ramsès III et de Mérenptah. Fun fact sur Ramsès III, il aurait eu, avec ses différentes femmes, une centaine d'enfants. Ça a rendu l'accession au trône un peu compliquée à sa mort, et c'est finalement du coup Ramsès IV qui lui a succédé. Juste en face de la vallée des rois, on a visité le temple d'Hatchepsout. Ce qui le rend unique, c'est son architecture en terrasse, qui se fond complètement dans la falaise. Il a été construit pour Hatshepsut, une des rares femmes pharaons qui a régné au Nouvel Empire. Elle voulait affirmer son pouvoir en construisant un temple grandiose dédié au dieu Amon. À l'époque, c'était un lieu de culte et de cérémonie. À côté du temple d'Hatshepsut se trouvent les colosses de même nom. Ils mesurent 18 mètres de haut et représentent le pharaon Amenhotep III. Bon, vous nous excuserez, mais on a fait notre petite photo de touriste. On a ensuite repris un taxi pour se diriger vers le temple de Luxor. Ce temple se dresse au cœur de la ville depuis plus de 3000 ans. Il a été construit sous Amenhotep III et embelli par Ramsès II. Il est dédié au dieu Amon. À l'entrée, on peut observer les colosses de Ramsès II et un obélisque. Là, on se trouve dans l'allée des Sphinx. C'est une allée qui s'étend sur près de 3 km et qui relie le complexe de Karnak au temple de Luxor. Elle est bordée de centaines de statues à tête de bélier ou de sphinx. Autrefois, elle servait de passage sacré lors de grandes processions. Après la journée riche en visites, on a pris un bateau et on est rentré à notre Airbnb. Le lendemain matin, après que Kevin ait décidé de risquer sa vie sur un plan de fortune pour prendre un raccourci, on s'est dirigé vers le complexe de Karnak. À l'entrée, on y trouve donc l'allée des Sphinx qui le relie au temple de Luxor. Le complexe de Karnak s'étend sur plus de 100 hectares. Il était dédié au culte du dieu Amon et il s'est agrandi pendant plus de 2000 ans sous la dynastie des pharaons. Évidemment, impossible de tout filmer dans un site aussi immense. Les images que vous voyez, c'est un condensé. Mais partout, on retrouve des fragments de statues et de pierres sculptées. Ces pierres attendent d'être rassemblées par les archéologues pour redonner vie aux structures disparues. Karnak, c'est donc un peu comme un puzzle géant, encore en cours de reconstruction. Le lendemain matin, on quitte Luxor et on prend un bus, direction Hurghada. On en a pour 8 heures de trajet, donc on arrive à la fin de la journée et on décide de se reposer et de réserver nos activités des 2 prochains jours. Le lendemain matin, on a donc pris un bateau pour passer la journée à bord et visiter Orange Bay. C'est sûr qu'on est loin des trésors de l'Égypte antique, mais à la fin de ce voyage, ça nous a fait du bien de nous reposer pendant 2 jours. Le lendemain, on passe encore la journée sur un bateau. Mais cette fois-ci, on a booké 2 sessions de plongée. C'est principalement pour ça qu'on est venu à Hurghada. Quand le bateau démarre, une instructrice nous dit que les dauphins ont été observés pas loin du lieu où on se rend pour la première plongée. Du coup, on espère pouvoir les croiser.
était trop contents. On a vu les dauphins, on a fait nos 2 sessions de plongée, c'était vraiment incroyable. Ensuite, pour terminer la journée, on s'est un peu baladé, on a mangé une crêpe et puis on est rentré à l'hôtel. Le lendemain, on n'a pas fait grand-chose. Comme d'habitude, on s'est baladé, on a profité de la plage et puis on a rangé nos affaires parce que le lendemain, on repartait direction Le Caire. Après un trajet en bus de quelques heures, on arrive enfin au Caire pour notre dernier jour en Égypte. Vous commencez à nous connaître et du coup, vous allez certainement deviner ce qu'on a fait. On s'est baladé, on a refait un tour dans les souks et on a profité une dernière fois de l'ambiance de la ville. Ensuite, on a pris un taxi en direction de l'aéroport pour prendre notre vol, direction la Belgique. C'est donc la fin d'un voyage inoubliable à travers l'Égypte, avec des sites millénaires qui continuent de raconter leurs histoires. On espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de voyager un peu avec nous. Kevin et moi, on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.